décret de ces titres 1 et 2. Je passe bien volontiers la parole à Jean-Marie Tétard. Eh bien, j'accepte tout à fait aussi volontiers de la prendre en remerciant Daniel Gerber pour la qualité du travail qui se fait avec lui dans ce genre de mission et de rapport. Je vais, moi, vous parler un petit peu de la partie régulation et réforme des métiers du professionnel de l'immobilier, dans un deuxième temps, sur tout ce qui est rapport entre syndics de copropriété et associations des copropriétaires. Sur le point de la régulation des métiers de professionnels de l'immobilier, je crois qu'il faut souligner la mise en place effective du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, le CNTGI, qui s'est mis en place dès l'été 2014. Donc son but est d'associer l'ensemble des professionnels de l'immobilier à l'élaboration notamment des décrets, des nombreux décrets qui devraient être pris sur cette question. Il a travaillé très activement, il s'est mis en œuvre très rapidement, a travaillé très activement en donnant des avis sur pas moins de 17 décrets d'application de la loi Allure. Il l'a fait très sérieusement. Simplement, on peut noter le regret qu'ont les membres de cette commission de ne pas avoir de personnalité morale, de ne pas avoir de ressources financières propres, ce qui a finalement limité quand même, en dépit du travail très important fourni, qui a limité son autonomie et ses capacités de travail. Il y a eu aussi certaines déceptions exprimées au cours des auditions sur le fait que leurs propositions n'ont pas forcément été suivies des faits. C'est le cas notamment pour le contrat type de syndic, pour lequel il y a eu un regret assez manifeste de non prise en compte des remarques. Mais simplement, rappelons-nous que ce que nous avions prévu dans cette loi Allure, c'était une commission à titre consultatif, dont les avis n'étaient pas forcément pris en compte toujours. Et donc, je crois qu'il y a, par contre, à considérer que lorsque le gouvernement ne prend pas en compte les avis, eh bien je crois qu'il motive. On ne peut pas simplement associer une commission au travail, recevoir les avis, ne pas les prendre en compte sans expliquer pourquoi. Et nous suggérons avec Daniel qu'il puisse y avoir un meilleur dialogue et une meilleure explicitation des décisions prises. Enfin, des représentants des propriétaires et des copropriétaires pourraient aussi entrer dans cette commission nationale. Il y avait aussi, c'était une suggestion dès 2011 dans le livre blanc des États généraux des professions immobilières, il y avait la possibilité de créer, le souhait de créer un code de déontologie. Eh bien, le CNTGI a eu cette mission et le contenu de ce code a été défini par le décret de 28 août de 2015. Je crois qu'il y a là-dessus une unanimité pour saluer les apports que ce code de déontologie peut amener à l'ensemble des acteurs du secteur. Donc, depuis le 1er avril 2016, tous les professionnels de l'immobilier sont soumis aussi à une obligation de formation continue, mais cette obligation ne sera pleinement effective qu'en 2017 grâce à la loi égalité-citoyenneté. D'ailleurs, je voudrais remarquer que la loi égalité-citoyenneté a été un allié dans un second temps très important pour l'application des dispositifs de la loi Allure, parce qu'il y avait certaines imperfections, certains obstacles qui ont été levés à plusieurs reprises par la loi égalité-citoyenneté, qui s'est bien enchaînée dans la chronologie pour permettre une application plus concrète de la loi Allure. Nous avions aussi, dans la loi Allure, prévu la création d'une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière, chargée de faire appliquer ce code de déontologie. Mais finalement, il y a eu un certain nombre de difficultés quant à l'organisation et au travail de cette commission, parce que la loi n'avait prévu, comme c'est souvent le cas malheureusement, aucune source de financement qui soit dédiée à cette commission, et les discussions budgétaires interministérielles n'ont pas amené une candidature spontanée d'un ministère pour assurer les frais de fonctionnement de cette commission. Heureusement, l'article 124 de la loi égalité-citoyenneté, j'en parlais, qui a procédé à la fusion du CNTGI et de la commission de contrôle, a donné naissance à une autorité publique dotée d'une personnalité morale, et un financement est apparu par le versement de cotisations forfaitaires des professionnels de l'immobilier. Donc maintenant, je crois qu'à partir de cette année, les moyens du CNTGI vont être renforcés, donc sa capacité d'action et l'ensemble des reproches qui étaient faits vont pouvoir être levés. Sur le fonctionnement des copropriétés, c'était un sujet important. Alors un sujet important pour plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'améliorer le fonctionnement des copropriétés, les prises de décision, notamment lorsqu'il s'agissait de changer les majorités pour permettre plus facilement des mises aux normes, des modernisations des ensembles immobiliers, technologiques, transition énergétique aussi, et puis aussi prévenir
la dégradation des copropriétés. Beaucoup de copropriétés sont dégradées parce que les mécanismes de prise de décision ne pouvaient pas être adaptés. Donc pour cela, il était proposé de créer des outils destinés à la réalisation des travaux, ce seront les fonds de travaux dont je parlerai tout à l'heure, et puis aussi d'assainir, de réguler, quel que soit le mot, les relations entre les syndics et les copropriétaires. Il y avait aussi effectivement des propositions qui avaient fait débat pendant la discussion de la loi Allure sur le moment où l'acheteur d'un bien devait être informé de l'ensemble des contraintes qui pesaient, qu'elles soient financières, l'état de l'immeuble, les travaux envisagés, les provisions, etc. Et la loi avait conclu qu'il fallait informer l'acheteur, le candidat acheteur le plus tôt possible, cela dès le stade de la promesse de vente et non plus au moment de l'acquisition effective. Alors, aujourd'hui, c'est fait. Simplement, un grand débat s'est ouvert sur la lourdeur de la procédure, le nombre de kilos ou de pages de papier qu'il fallait fournir. Donc, naturellement, on s'est tourné vers la dématérialisation. Aujourd'hui, on peut considérer que c'est fait et que la clé USB sert de support principal pour apporter tous ces éléments à la connaissance des candidats acheteurs. Et aujourd'hui, je crois qu'on est à peu près d'accord sur le fait que la mesure est bonne et que les défauts au départ ont été levés aujourd'hui. L'ordonnance du 27 août 2015 aussi a apporté des améliorations au dispositif sur cette transition dématérialisée. Alors, nous avons aussi vu que comment pourrait dire, l'application de la réforme a eu lieu dans les conditions que je viens de décrire, mais on peut quand même dire qu'il y a eu, ça aurait été très bien pour éviter tous les petits ennuis, toutes ces discussions sur les modalités, qu'on puisse avoir une date d'application différée qui aurait permis de plus grandes discussions, d'être plus réaliste sur les conséquences qu'on sentait à l'issue de nos discussions dans l'hémicycle. Donc aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre, mais on peut avoir ce regret. Pour la réalisation des travaux au sein des copropriétés, elles sont aujourd'hui opérationnelles parce que nous avons, dans cette loi, changé les conditions de majorité requises pour qu'il y ait engagement des travaux. Ceci a été, je crois, salué de manière unanime. Et puis, le fonds de travaux était réclamé depuis longtemps. Donc ça, je crois qu'il n'y a pas de débat là-dessus. On peut dire aujourd'hui qu'il est appliqué un peu partout, mais sans qu'il soit appliqué intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a la loi est appliquée. La plupart des copros mettent le 5% de provision qui était prévu par la loi, mais sans l'assortir forcément à un plan pluriannuel, une programmation des travaux à faire. C'est-à-dire qu'on provisionne, on bloque bien l'argent, mais ce n'est pas encore assorti à une programmation. Mais ça va inciter à ce qu'il y ait des diagnostics faits sur les ensembles de copropriétés, sur les immeubles, et donc pouvoir progressivement rendre cette provision fonds pour travaux qui est très prudente, plus intelligente parce que assortie à une vraie programmation. Je crois que c'est un des moyens, effectivement, d'éviter une dégradation des copropriétés, et à ce titre-là, je crois que c'est une mesure qui était appréciée par l'ensemble des professionnels du secteur. Simplement, cet argent peut être placé sur des livrets A. Nous sommes là dans une petite difficulté parce que le plafond, je crois, est de 76 000 euros par copro. Et donc, il faudrait pouvoir peut-être dégager la possibilité pour les grandes copros d'avoir plusieurs livrets A ou de moduler les plafonds parce que très vite, 5% des montants de gestion, ça fait des sommes importantes. Les relations syndicats de copropriétaires. Là, effectivement, vous vous souvenez que nous avions aussi essayé dans cette loi de définir un contrat type par décret en Conseil d'État sur notamment les forfaitisations des prestations courantes et puis les listes limitatives des prestations particulières pour donner lieu à une rémunération spécifique complémentaire par rapport au forfait. Ce contrat type a été pris par décret du 26 mars 2015. Il est applicable déjà depuis le 1er juillet 2015, mais là, il n'y a pas consensus. Je crois que les professionnels de l'immobilier estiment que la rédaction retenue par le gouvernement n'est pas suffisamment claire et que la liste des prestations particulières est trop courte. Donc, elle voudrait que beaucoup de choses échappent au forfait. Et il y aura donc une tentation naturelle de sortir du forfait un certain nombre de choses ou de voir de nouvelles prestations à rajouter hors forfait.
Aujourd'hui, donc, c'est la position des professionnels de l'immobilier, pendant que les associations de consommateurs, c'est la situation normale, comme UFC Que Choisir considère que ce contrat type doit aussi permettre de mieux comparer les offres des différents syndics et de limiter les abus. Nous avons, dans les auditions, considéré que finalement ce décret était assez conforme à l'intention du législateur. Il donne bien une liste limitative des prestations particulières qui peuvent être rajoutées au forfait. Et donc, s'il faut rajouter encore des choses, ça doit être vraiment expliqué dans une relation entre le syndic et l'association des copropriétaires. Enfin, vous vous souvenez qu'il y avait eu le souhait de rendre obligatoire maintenant la séparation des comptes bancaires pour chaque copropriété. Lorsqu'un syndic gère plusieurs copropriétés, il doit séparer les comptes bancaires. Là-dessus, c'est en train de se faire sans qu'on voit aujourd'hui de grandes difficultés ni de coûts supplémentaires. On peut simplement noter un certain manque de réactivité des banques lorsque les syndics ont voulu appliquer la loi, frais de gestion, etc., une certaine opacité de la part des banques pour appliquer cette obligation. L'impact de la loi ALUR sur les tarifs des syndics, bien, les associations de consommateurs et de copropriétaires dénoncent une hausse des tarifs des syndics suite à la loi ALUR. Certaines associations estiment que le prix des forfaits ont augmenté en moyenne de plus de 20%. Simplement, là, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment un observatoire des pratiques commerciales qui permette de dire qui a raison aujourd'hui. Il peut y avoir une réaction, quand on forfaitise, d'essayer de mettre des prestations annexes facturées supplémentaires ou petit à petit d'augmenter le tarif qui est pratiqué pour ces forfaits. Je crois qu'effectivement, il faudra essayer d'avoir une pratique d'observation plus fiable de ce qui se passe, parce que sinon nous serons dans le débat classique des deux parties. Mais il nous semble bien quand même, par l'observation que nous avons fait, y compris sur le terrain, que certains syndics ont augmenté leurs tarifs depuis 2015. La situation des propriétés dégradées. Là, c'était un sujet, comme l'a rappelé Daniel tout à l'heure, qui avait déjà été évoqué par le sénateur Braille. Et la loi ALUR, d'ailleurs, s'est beaucoup inspirée de ces travaux-là. La loi ALUR a créé ces opérations de requalification des copropriétés dégradées, en sigle LORCODE. Nous avons simplement deux expérimentations actuellement, deux opérations qui sont lancées, l'une à Clichy-sous-Bois et une à Grigny. Elles ont été déclarées d'intérêt national. Elles sont pilotées par l'établissement public foncier d'Île-de-France. Nous n'avons pas encore assez de recul sur les résultats. Simplement, on peut penser qu'effectivement, les procédures ont été vraiment simplifiées dans ce cadre-là, qu'il y a une plus grande fluidité et qu'il y a une boîte à outils qui a été fournie aux opérateurs qui permet d'être plus efficace. Voilà ce que je pouvais vous indiquer sur les appréciations que nous avons portées sur ces parties des rapports entre les professionnels de l'immobilier et les copropriétés. Bien, messieurs le rapporteur, monsieur Goldberg. La conclusion, un petit peu pour moi, simplement sur les histoires de stationnement. Avant, nous avions la possibilité d'accorder un permis sans stationnement, mais on prenait la participation. Aujourd'hui, on a toujours la possibilité d'accorder le permis ou de le refuser pour des raisons de stationnement. Donc chez moi, je refuse. C'est un moyen de lutter. Moi, je pense que, très franchement, chers collègues, moi, je ne pense pas que les gens qui vont vers Airbnb, etc., le font parce qu'ils ont eu des mésaventures en matière de location. Il y a de vraies stratégies de rentabilité proposées par des professionnels et multipliées. Et ça, je crois qu'il faut vraiment qu'on lutte très, très durement et rapidement là-dessus, parce que tout se dégrade à partir de cette question-là. Je voudrais simplement, moi, redire en conclusion l'excellente qualité des travaux que nous avons eu l'impression de faire par l'ensemble des auditions qui ont été de très bonne qualité, très diversifiées, sur un sujet qui, au moment de la loi ALUR, était très polémique. Et lorsque, 3 ans après, on le voit, à part la régulation des loyers, l'encadrement, les garanties, etc., pour le reste, je crois qu'on constate de vraies améliorations du secteur et il faut en prendre note. Voilà. Oh, pardon, monsieur Tétard. Plus facile de répondre aux questions en les groupant. Moi je voudrais simplement dire que ce rapport d'application était d'autant plus facile à faire pour moi
que la partie encadrement de loyer et que la partie garantie universelle des loyers, en fait, n'a pas été appliquée telle que c'était prévu par la loi. Et c'est là que nous avions le maximum de débats. Sur la stabilité, je rejoins Daniel. Je souhaite qu'à Toulouse, il y ait une grande stabilité pour les 10 ans qui viennent. Et donc, c'est très important, effectivement, pour l'ensemble du secteur. Et puis, je pense que sur l'équilibre propriétaire-locataire, moi, je reconnais que dans les débats, j'étais très méfiant sur cette question, mais je reconnais qu'aujourd'hui, la loi a joué un rôle de régulation dans le rapport, dans tous les actes d'une prise de possession en location d'un logement. Les seuls points où je trouve qu'aujourd'hui, il faudra améliorer la protection du propriétaire, c'est dans le cas d'impayés lourds et les dispositifs de libération du logement. Tout le reste, toute la chaîne amont, je crois que nous sommes arrivés à un bon équilibre des choses dans les délais. Il reste les délais de préavis, etc., qui ne sont pas les mêmes en zone tendue, en zone détendue. Mais c'est vraiment sur le point des impayés de loyer. Alors vous allez me dire, il y avait la garantie universelle, mais qui ne suffisait même pas elle-même dans les cas très lourds où, en quelque part, un locataire arrive à spolier un propriétaire dans les cas très, très lourds. Et là, il faudra encore se pencher sur la question. Merci. Je pense qu'il y avait peut-être quelques